êtes sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la télévision Labari et veuillez nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. Situé dans le 2e arrondissement communal de Niamey, plus précisément au quartier Bukoti 2, l'ONG OA a tenu ce matin à son siège une journée porte ouverte, une activité qui vise à faire connaître à l'opinion publique cette ONG qui appuie les veuves et les orphelins. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadoudouni. Permettre aux uns et aux autres de découvrir ou de connaître davantage les missions que s'est assignée l'organisation non gouvernementale Orphelins et Veuves d'Afrique, OA en anglais, tel est entre autres objectifs assignés à la présente cérémonie. Une cérémonie qui marque la journée porte ouverte de la dite ONG, rehaussée aussi bien par la présence massive des personnes concernées que d'invités de marque, dont la représentante pays de l'ONG dans son mot de bienvenue n'a pas manqué de louer. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre intérêt pour notre mission et votre engagement envers les valeurs de solidarité, de compassion et d'entraide. Cette activité est une occasion privilégiée de découvrir nos actions, d'échanger sur les défis auxquels font face les veuves et les orphelins et de renforcer les liens qui nous unissent autour de cette noble cause. Pour sa part, le président de l'ONG OA, venu spécialement pour la circonstance, partageait ce temps fort que constitue la journée du 21 juin dédiée aux pères avec les orphelins et veuves bénéficiant de leur accompagnement. Il a souligné les objectifs assignés à cette journée porte ouverte. Montrer aux orphelins et les veuves que nous sommes avec eux, nous les supportons, nous compatissons avec eux, qui sont une priorité. Première des choses. Deuxième, c'est montrer à l'opinion nationale et internationale quels sont les devoirs des citoyens envers ces orphelins, eux-mêmes leurs droits envers nous. Troisième, c'est montrer aussi qu'est-ce que nous faisons comme ONG. Qu'est-ce que nous, ONG OA, nous pouvons faire pour rassembler les autres partenaires afin qu'on puisse faire quelque chose pour impacter positivement ou améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Voilà les objectifs et pas des moindres, créer une base pour une journée nationale de l'orphelin, pour que les autorités administratives et coutumières, tout le monde se mette ensemble pour dire que vraiment l'orphelin mérite d'avoir une journée nationale. Et un dernier point, c'est montrer aux gens ce que nous avons amené au Niger, ce qui reste à amener. Nous sommes limités en moyens, donc nous avons aussi besoin d'un coup de pouce pour acheminer ce matériel-là qui va améliorer nos centres de santé, nos écoles et même les populations que nous avons encore dans nos locaux aux États-Unis, à Memphis. Tout ce que nous faisons, c'est avec nos propres moyens et puis quelques amis par-ci, par-là, que ce soit au Niger ou bien aux États-Unis. Peut-être ce serait l'occasion pour que les gens puissent savoir que voilà l'intérêt que nous avons à apporter un coup de main à l'ONG OA. Quant à la représentante du ministère de la Population, elle a salué les actions menées jusque-là par l'ONG OA, tout en les rassurant du soutien sans faille du ministère. L'ONG OA fait des actes humanitaires noble, salutaire à l'endroit des enfants et des personnes en situation de vulnérabilité, que nous saluons. Et nous remercions le bon Dieu que cette ONG est vraiment œuvre dans ce domaine. Et seul le bon Dieu pourra récompenser ce que tout ce beau monde-là est en train de faire. Aider un orphelin, vraiment, c'est pas n'importe qui peut le faire. Il y a des gens qui ont le moyen, mais ils ne le font pas. Mais c'est avoir l'amour, quoi. C'est avoir l'amour d'aider son prochain qui est dans le besoin. C'est de gaieté de cœur que le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale va appuyer cette ONG OA. Et nous sommes là, ils peuvent compter sur nous. À noter que cette journée porte ouverte a été marquée par la remise de plusieurs cadeaux aux orphelins et veuves, des jeux concours et autres divertissements pour les orphelins. Une journée qui prouve à suffisance l'une des missions de l'ONG OA, qui est celle de contribuer à briser le cycle de la pauvreté au sein de la population des orphelins et de veuves, afin d'améliorer les conditions des populations africaines grâce à l'éducation et à l'autosuffisance.
Parlons sport dans cette édition pour parler de l'Assemblée générale élective ce matin du Comité olympique national du Niger, COSNI, un AG présidé par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, au cours de laquelle un nouveau bureau a été élu, dont à sa tête Issouf Badar Zoudi. Le point avec Ismaël Moussa et Abdel Nasser Seydou. Choisir les personnes aptes à développer le monde sportif nigérien au cours de 4 prochaines années est le principal point à l'ordre du jour de cette Assemblée générale du Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI. Après le mot de bienvenue et des remerciements adressés aux autorités, le secrétaire général du bureau sortant s'est penché sur la particularité de cette journée. Cette journée constitue un moment important dans la vie de notre institution. Elle doit être avant tout une célébration de la démocratie sportive, de la bonne gouvernance et de l'unité qui a toujours guidé notre mouvement. Je voudrais également inviter chacun d'entre nous à faire preuve de responsabilité, de sérénité et d'esprit sportif afin que les travaux de cette Assemblée se déroulent dans le respect de nos tests et des valeurs olympiques. Après avoir rendu un hommage appuyé au bureau sortant dirigé par Issa Kedé, le ministre de la Jeunesse et des Sports a lancé un appel à l'endroit de tous ses acteurs. À l'endroit des membres de la commission électorale, tout en saluant votre professionnalisme, je vous exhorte à respecter les principes d'équité, d'impartialité et de transparence. Quant aux candidats et électeurs, je les exhorte au respect du verdict des urnes en toute responsabilité afin de se mettre au service plutôt exclusif de notre passion commune, le sport. Monsieur le secrétaire général du COSNI, mesdames et messieurs les membres du conseil exécutif, je voudrais donc vous appeler à un sursaut général pour que les conclusions qui seront issues de vos travaux soient exclusivement au service du mouvement sportif nigérien et qu'il en serve plus notre pays à travers sa jeunesse. Vos structures regorgent d'hommes et de femmes de qualité. Profitez-en pour que la présente assise marque à jamais les mouvements sportifs dans son ensemble. C'est en présence d'un huissier de justice que s'est déroulé tout le processus électoral, lequel a abouti à l'élection du tandem conduit par Issouf Badar avec 21 voix pour sur les 22. Très ravi de la confiance placée en lui, le tout nouveau président, franchement élu, s'est engagé à œuvrer pour le rayonnement du monde sportif nigérien. Nous nous engageons à être présents avec toutes les fédérations, sans distinction, dans un esprit d'écoute, de concertation et de rassemblement. Les intérêts du mouvement sportif seront toujours placés au-dessus des intérêts individuels. J'invite l'ensemble des acteurs du sport nigérien à rester unis autour de notre objectif commun, construire un mouvement olympique fort, crédible et performant au service de notre jeunesse et de notre nation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a félicité la nouvelle équipe dirigeante du COSNI, présidée par Issouf Badar, tout en lui réaffirmant son soutien et son engagement dans l'accomplissement de sa mission. Un mot de santé dans cette édition, c'est pour parler d'une maladie, à savoir la lèpre. Comment se manifeste-t-elle et comment la prévenir? Élément de réponse dans ce reportage signé Sakinatou Sadougazibo. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue, continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies. Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre
14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a 5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Hein? Les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. Le téléphone portable est de nos jours incontournable dans les activités sociales et économiques, un outil donc indispensable dans la vie quotidienne. Cependant, cet outil aux multiples avantages présente également des conséquences, notamment au sein des foyers où il pourrait être la source des problèmes entre les couples. L'utilisation des portables et ses conséquences entre conjoints, c'est le dossier du jour signé Nadia Hassan et Ibrahim Abdou. Très bonne réception et au revoir. Le téléphone portable est devenu un outil incontournable, presque un prolongement de nous-mêmes. Rester en contact avec nos proches, accéder à l'information en un clic. Mais derrière cette apparence facilitée se cachent aussi des défis et des tensions au sein des foyers. On a constaté qu'il est en train d'agir dans la distance qui est réelle pour la réduire, nous rapprocher autrement. Mais en même temps, si on doit regarder, scruter de très près dans la cellule familiale, on a comme l'impression qu'il augmente la distance, qu'il sépare le couple. Alors que vous êtes dans le même salon, chacun est câblé sur son portable. Donc il est en communication avec le monde extérieur. Et c'est cette distance qu'il a créée à l'intérieur des cellules familiales qui est à la base des suspicions, des doutes, et qui amène beaucoup des épouses à vouloir fouiller à l'intérieur du portable pour savoir. En fait, lorsqu'on était ensemble, physiquement, dans la même chambre, dans le même salon, mais il était en communication avec qui? On voulait savoir. Et c'est ça qui crée cette envie, ce désir de vouloir fouiller pour savoir avec qui il était en communication. Et je pense que malheureusement, ça constitue la source de beaucoup de divorces, de beaucoup de problèmes qui naissent et qui grandissent dans nos cellules familiales ou dans nos foyers. Donc, ça a un avantage évident. Faciliter les interrelations, faciliter la communication, mais il faut reconnaître que malheureusement, ça a un impact et ça joue, ça constitue un facteur, en tout cas de nos jours, de divorce, de taux élevés de divorce, mais aussi de conflits à l'intérieur des cellules familiales. Abdelaziz Moussa, qui a fait face à ce problème où il surprend sa femme en train de fouiller son téléphone.
J'ai été victime de ce comportement déplacé des femmes. À mon insu, ma femme a pris mon téléphone. Après l'avoir fouillé, du coup, elle a commencé à larmoyer. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a juste dit qu'elle a tout effacé. Et je ne sais pas ce qu'elle a vu dans mon téléphone. Fouiller le téléphone de son mari signifie le non-confiance est formellement interdit par la religion islamique, car la plupart des divorces de nos jours sont causés par le manque de confiance. Vraiment, c'est pas conseillé à une femme de prendre le téléphone de son mari. En tout cas, si ma femme prend mon téléphone pour fouiller, ce qui est sûr, je vais la chasser. Qui touche les téléphones de leur mari, c'est pas du tout bon. Parce que c'est un acte, ce n'est pas la femme elle n'a pas le droit de prendre le portable de son mari. Mais le mari a le droit de fouiller le portable de sa femme. La femme n'a pas le droit de toucher le téléphone de son mari. Et c'est sa vie privée. Lui, il peut prendre ton téléphone pour fouiller, mais toi, tu n'as pas le droit. Et le problème vient parfois des hommes. Parce que dès que tu commences à cacher certaines choses à ta femme, au début, tu ne caches pas ton téléphone. Mais dès que tu commences à cacher ton téléphone ou à sortir pour aller décrocher, à faire des messages nocturnes, là, elle va se faire une idée. Directement, elle va aller prendre le téléphone pour dire il faut que je sache ce qui se passe. Et c'est un problème. Fouiller le téléphone de son conjoint, c'est ouvrir la porte à la méfiance et fermer celle du respect et rappelle l'utilisateur d'être responsable. Surat al-Hujrat, Allah a évoqué un verset et dit que wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ne fouillez pas dans une affaire qui n'est pas aussi claire. C'est-à-dire, vous pensez que ça là c'est ça, il ne faut pas aller. Sinon, ce que vous allez découvrir là, vous allez les regretter. Donc il y a une interdiction formelle du Coran. Tant que vous n'avez pas de preuves tangibles face à une affaire, il ne faut pas aller vers la fille. Et surtout, je ne le dis pas, il ne faut pas que les femmes disent que non, on dit qu'on est inscrit dans une logique de subordination totale. Non. On dit que le mariage, c'est vrai. Donc, moi, je parle dans le cadre de l'islam. Je parle dans le cadre de ça. Donc, la femme, elle encourt vraiment un grand risque, le fait d'aller vers le portable de son mari. Pour éviter des désagréments dans le foyer dus au téléphone portable, le sociologue donne ce conseil. Il y a deux éléments sur lesquels on doit agir pour que le portable puisse être plus profitable et rentable, en tout cas dans la vie du couple. Le premier élément, c'est de se faire violence, que ce soit l'homme ou la femme, éviter de fouiller le portable de l'autre. Ça, c'est vraiment une violence qu'il faudrait se faire. C'est vrai, ça fait mal. Lorsqu'on est ensemble et qu'on constate qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre dont on ignore, eh bien, ça peut créer des psychoses. Mais moi, je me dis, lorsqu'on s'est fait un minimum de confiance, on se donne un minimum de confiance, il ne faut pas aller chercher au-delà. Parce que comme disait quelqu'un, même le lait qui paraît clair, à force de vouloir sculpter de très près, vous risquerez de trouver des poils noirs dedans. Donc c'est pourquoi il faut avoir ce minimum de confiance et éviter d'aller loin et chercher dans le portable de son conjoint. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'autre discipline également qu'on doit se mettre. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque chose, un temps. Le portable doit avoir un temps. À partir du moment, peut-être, vous pouvez vous décider qu'à partir de 21h ou à partir de 18h ou à partir de 19h, il n'y aura plus de portable à la maison, sauf en cas d'urgence. Là, vous vous disciplinez et vous allez voir que vous aurez ce temps-là que vous devrez accorder à votre conjoint ou à votre conjointe. À force de chercher des preuves de trahison, certains couples finissent par se blesser. Dans un couple, ce n'est pas toujours la vérité du téléphone qui détruit, mais le poison du doute. Et s'il n'y a plus de confiance dans un foyer, alors la rupture n'est pas loin.